4 jours après leur sauvetage miraculeux, 2 naufragés du Vendée Globe accueillis en héros en Australie. En direct avec nous dans un instant, Thierry Dubois qui a passé 2 jours et 3 nuits sur son canot de survie. Le grand débat sur la retraite pour tous à 55 ans, hostilité générale à droite, prudence à gauche. Dans ce journal, le point de vue de Jacques Delors. Au Proche-Orient, Israéliens et Palestiniens toujours pas d'accord sur le statut d'Hébron. Notre dossier sera consacré ce soir à l'importance croissante du parti des orthodoxes en Israël. Madame, Monsieur, bonsoir. L'Odyssée a donc pris fin ce matin pour 2 des naufragés du Vendée Globe, Thierry Dubois et Tony Bullimore, accueillis triomphalement dans le port australien de Fremantle, ainsi que leurs sauveteurs. Avant de retrouver en direct d'Australie Thierry Dubois, le reportage de nos envoyés spéciaux, Christophe Duchiron, Jean-Pierre Vacher. Des applaudissements, il y en avait pour tout le monde. Accueil chaleureux, hommage unanime. 5000 Australiens sont venus accueillir les navigateurs et les militaires. Ces hommes qui, des jours durant, ont forcé l'admiration, chacun à leur manière. Bullimore et Dubois, le destin les a réunis, naufragés, sauvés et miraculés, ils sont inséparables. Bullimore descend le premier de la frégate Adélaïde, il se déplace avec difficulté, son corps a souffert. Thierry Dubois, lui, a le sourire facile, on comprend pourquoi. Pour écouter les discours, ils sont côte à côte. C'est la cérémonie du retour, où l'on félicite dans un même élan les naufragés et les sauveteurs. Héros malgré eux, mais héros quand même, fiers du devoir accompli, ils étaient fiers à coup sûr de l'hommage rendu par Tony Bullimore. Tout ce que je voudrais dire, c'est merci à tout le monde, surtout vous là, sur l'Adélaïde. Je me tourne vers vous, merci. Bullimore et Dubois, rien ne semble pouvoir les séparer, pas même la visite à l'hôpital qu'ils ont effectuée ensemble. Visite sans conséquence pour le Français qui ne souffre que d'une légère hypothermie. Le cas de l'Anglais est plus préoccupant. Son pied gauche et certains doigts des mains nécessitent un traitement dans un caisson à oxygène pour stopper un début de gangrène. Bullimore et Dubois, leur destin exceptionnel suscite déjà la convoitise des éditeurs et des producteurs de cinéma qui se battent à coups de millions pour raconter leur histoire. Une histoire qui se termine bien, ce qui n'est pas encore le cas pour le Canadien Jerry Roof qui n'a plus donné signe de vie depuis 6 jours. Un satellite canadien a survolé la zone où pourrait se trouver le navigateur. Pour l'instant, on en est au stade de l'analyse des images, en espérant qu'une bonne nouvelle finisse par arriver du ciel. Avec nous Thierry Dubois, donc le héros du jour. Merci. Il est 3 heures du matin à Fremantle. Merci beaucoup d'être resté avec nous aussi tard. Avant de revenir sur votre odyssée, peut-être un mot de l'accueil ce matin des Australiens. Les véritables héros à vos yeux, ce sont bien vos sauveteurs, les marins australiens. Oh, tout à fait. Je crois que c'était... on s'attendait pas à un accueil comme ça et on avait vraiment envie de remercier, de féliciter nos sauveteurs. Et envie de dire à ce public qui finalement était là sans qu'on s'y attende, de féliciter aussi les sauveteurs. C'est pas nous qu'il faut féliciter. Alors nous allons revenir sur votre odyssée. Vous avez donc passé 3 nuits et plus de 2 jours sur votre petit canot de survie, largué par un avion, donc une 60aine d'heures. Comment ça s'est passé très précisément alors que nos téléspectateurs revoient les images filmées donc par les militaires australiens de votre petit bateau, là voilà, tout au fond de l'océan. Vous avez eu bien la chance d'être repérés. Pouvez-vous nous raconter ce que vous avez vécu quand vous étiez sur ce bateau, dans l'attente, sur ce petit canoë, dans l'attente d'éventuels secours? Pour moi, c'était plus des éventuels secours puisque j'avais déjà été survolé quand j'étais sur la coque de mon bateau retourné par des avions j'avais pu comprendre que les secours étaient en route et dès que j'ai été dans ce radeau de survie, j'ai très vite su que les secours viendraient dans 48 heures. Donc c'était, pour moi, ça se concrétisait un petit peu mon sauvetage. C'était une période pas plus facile à vivre, mais quand même un peu plus claire. C'était plus la période de transition où j'étais en détresse, mais sans savoir si j'allais avoir mes secours. Qu'est-ce que vous avez pensé quand le bateau a chaviré, que c'était foutu pour vous? Vous étiez très très loin de toute terre habitée. Sur le moment, quand j'ai chaviré, c'était mon 3e chavirage en moins de 2 jours. C'était un chavirage de plus, mais je restais autonome. J'avais de quoi rentrer vers la terre, avec un gréement de fortune, certes, mais j'avais de quoi rentrer. Et j'étais pas en détresse. C'est seulement quand le bateau est resté un long moment à l'envers, sans revenir à l'endroit,
que je me suis dit, là, j'y arriverai plus par mes propres moyens, je vais être obligé de faire appel au secours. On a beaucoup de mal, nous, pauvres terriens, à imaginer ce qui se passe là-bas. Isabelle Autissier dit que c'est véritablement l'enfer. Il y a des vagues de 14 mètres. Vous pouvez nous dire d'un mot un peu ce que vous vivez là-bas sur ces mers déchaînées et glaciales? Curieusement, il y a des moments où on se sent en sécurité. C'était un peu mon cas pendant le début de ce coup de vent. Il était prévu, il ne m'avait pas surpris. Les vagues étaient très hautes, mais régulières. Et en fait, ce que moi je ne connaissais pas au corps du Sud, c'est ces vagues sournoises qui arrivent d'on ne sait où et qui nous prennent le bateau, qui le retournent comme une crêpe, une fois, deux fois, trois fois. Et c'est vrai que là, ça ressemble un petit peu à l'enfer. Alors vous avez eu beaucoup de chance. Je suppose que, puisque votre bateau a été repéré par la marine australienne, je suppose que vous pensez très souvent actuellement au Canadien Gary Roof, qui lui n'a pas été encore repéré et qui a peut-être disparu. Oui, je crois que dès que j'ai su que Jerry était en difficulté, où j'ai compris vite qu'il y avait un problème, c'est qu'on n'avait plus de position, alors que moi, comme Tony, on avait la position de nos bateaux. Moi, on m'avait même vu sur le bateau, donc on savait que j'étais en vie. Ça change un petit peu la façon de porter des secours, et puis ça change aussi beaucoup pour ceux qui attendent à terre de savoir ce qui se passe. Vous dites vous-même que vous avez tutoyé la mort il y a quelques heures, et pourtant vous dites prêt à repartir. J'ai réussi au bout d'un moment, en me posant vraiment les choses à plat, à faire une différence entre la course au large, l'événement de mer que j'avais vécu, à savoir ce retournement, et ensuite le concours de circonstances qui font que je me suis retrouvé dans l'eau, à nager, sans radeau de survie, dans une eau glaciale, à un moment, et là c'était vraiment effectivement très près de la mort. Mais pour moi c'est deux choses différentes, et je pense pas que ce problème-là se repose chaque fois que je vais naviguer. Donc pour moi il n'y a aucun problème à retourner naviguer. Je suis pas inquiet, j'ai pas d'angoisse particulière. Merci infiniment Thierry Dubois pour ce témoignage. Je le rappelle, en direct d'Australie. Il est là-bas à 3 h du matin et je suppose que vous avez beaucoup envie d'aller vous reposer. Je vous rappelle donc qu'on est toujours sans nouvelles du Canadien Gary Roof. Les informations fournies par un satellite canadien pour tenter de repérer son voilier sont actuellement en cours d'analyse. En Italie, le bilan du déraillement du train Milan-Rome s'élève à 8 morts et 30 blessés, selon leurs premières indiscrétions sur cette enquête. La boîte noire de ce train pendulaire à grande vitesse indiquerait une panne du système de contrôle de la vitesse au moment de l'accident. Le Pendolino roulait en effet à 163 km/h alors qu'il ne pouvait dépasser en principe les 105 km/h sur cette portion de voie. Un 26e cas d'encéphalopathie spongiforme bovine a été détecté en France dans le département des Côtes-d'Armor. C'est le 13e cas d'ESB depuis le mois de janvier 1996. En un an donc, la France a enregistré autant de cas de vache folle qu'entre 91 et 96. À Strasbourg, les conclusions d'une commission d'enquête des parlementaires européens sont très sévères pour la Commission de Bruxelles, mais aussi pour le gouvernement britannique. Précision Frédéric Crotta. Mensonges, négligence, passivité, désinformation, les mots utilisés dans le rapport d'enquête parlementaire sont très accablants. Accusé numéro 1, la Grande-Bretagne. La commission d'enquête est persuadée que le gouvernement conservateur de l'époque a menti pour ne pas nuire à sa filière bovine, mais au détriment de la santé. En 1988, le gouvernement Thatcher interdit les farines animales dans l'alimentation des ruminants britanniques. Mais par la suite, jusqu'en 1994, ces mêmes farines continueront à être exportées dans les autres pays de la communauté. Par ailleurs, les Anglais auraient essayé de faire pression pour que la Commission ne puisse exercer des contrôles. Contrôles sur des mesures de prévention appliquées notamment dans les abattoirs britanniques. Autre accusé de taille, la Commission de Bruxelles, avec pour principale tête de turc des députés enquêteurs, Remak Sherry, le commissaire irlandais à l'agriculture, le premier qui ait eu à traiter la crise au plus haut niveau. Il aurait tenté de minimiser l'affaire pour éviter de perturber le marché de la viande. Des soupçons se portent aussi sur le comité des scientifiques vétérinaires, dont le groupe chargé de l'ESB a toujours été présidé par les Britanniques. Des sanctions individuelles vont être difficiles à prendre, mais le rapport préconise une motion de censure contre Bruxelles. Elle pourrait conduire à l'éviction de plusieurs commissaires européens, une véritable bombe à retardement. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce dossier en compagnie de Jacques Delors. Dans un instant, nous allons ouvrir l'épineux dossier de la retraite généralisée à 55 ans.
Auparavant, je vous propose de nous pencher en compagnie de Françoise Laborde sur les rumeurs persistantes, comme l'on dit, d'une possible diminution de la rémunération des plans épargne-logement. Oui, c'est vrai que c'est dans l'air du temps, et ce pour plusieurs raisons. 5,25%, c'est la rémunération, et c'est très au-dessus des taux du marché. Et comme en plus c'est net d'impôts, eh bien, le produit est parfois dévié de sa fonction. On ouvre un plan d'épargne-logement, même si l'on n'a pas l'intention d'investir dans l'immobilier, parce que c'est un placement avantageux. Tout ça crée donc un déséquilibre entre les différents produits d'épargne et coûte cher à l'État qui doit rémunérer les quelques 890 milliards de francs qui sommeillent dans les plans d'épargne logement. Enfin, dernier argument en faveur de la baisse de la rémunération de ces plans, au moment où on se préoccupe tant du niveau des taux d'intérêt et donc du prix du crédit, il n'est pas mauvais de baisser aussi le taux de l'épargne. Reste que la décision n'est pas encore prise, dit ce soir Jean Arthuis, le ministre des Finances, et l'on ajoute à Bercy que si elle devait l'être, eh bien cette baisse de la rémunération ne concernerait que les nouveaux plans et non pas ceux qui sont déjà ouverts. Merci Françoise Laborde. Pour Alain Juppé qui présentait ses vœux ce matin à la presse accréditée à Matignon, le temps des réformes est devant nous. La revendication de très nombreux syndicats d'une retraite généralisée à 55 ans suscite en tout cas la réprobation générale et unanime des principaux dirigeants de la droite, alors que le porte-parole du PS regrette que Jacques Chirac ait fermé toutes les portes à la fois. Avec Françoise David, le point de la polémique sur cette question épineuse. Surtout, éviter la tache d'huile. Les chauffeurs routiers en grève en novembre dernier ont obtenu du gouvernement la retraite à 55 ans, mais il est hors de question que d'autres salariés s'engouffrent dans la brèche, ceux des transports urbains par exemple. Depuis 3 jours, c'est le message unanime de la majorité. Ce matin, Alain Juppé, après Raymond Barre ou encore Édouard Balladur l'a affirmé, la retraite à 55 ans est impossible et Jacques Barrot est chargé d'expliquer pourquoi. Imaginons qu'on mette toute la France en retraite à 55 ans. Il ne faut pas croire qu'on résoudrait pour autant les problèmes de l'emploi, parce que les emplois seraient chers, chaque actif devrait payer beaucoup pour tous les retraités. Et puis surtout, on mettrait en difficulté nos retraites dans l'avenir. Et une société qui n'a pas confiance dans sa retraite, c'est une société qui perd confiance en elle. Le ministre du Travail évoque toutefois de possibles exceptions, comme celle des métiers pénibles. Au Parti socialiste, on fait la même analyse, mais on appelle à la discussion. Il n'y a pas une seule technique qui doit être privilégiée. Il y a des secteurs professionnels où la retraite à 55 ans a ses justifications, et autrement, dans le cadre de la retraite à 60 ans, il faut envisager d'autres formes de réduction du temps de travail, d'autres formes de partage du travail pour créer des emplois. Quant au Parti communiste, il milite lui pour la retraite à 55 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes. Les employés des transports urbains se battent eux pour la retraite à 55 ans pour tous. La journée du 24 janvier donnera la mesure de leur mobilisation. Samedi en Corrèze, Jacques Chirac avait nettement marqué son désaccord avec les revendications de la retraite générale à 55 ans. Je souhaite, avait déclaré le chef de l'État, que notre pays n'oublie pas les réalités économiques et démographiques du monde actuel. Avec Jean-Paul Chapelle et Elisabeth Esley, le point sur cette question délicate. Première époque, nous sommes en 1945, c'est la fin de la guerre. Après seulement 2 900 000 naissances entre 1941 et 1945, il y en a 4 300 000 entre 46 et 50. C'est le baby-boom, l'âge d'or de la démographie. Aujourd'hui, les nombreux bébés d'après-guerre ont la cinquantaine. Ils assurent à leurs parents une retraite confortable. Le nombre de naissances se stabilise jusqu'au milieu des années 70, puis c'est le déclin. 3 800 000 naissances seulement entre 76 et 80. C'est le début d'une nouvelle époque, avec la crise. Choc pétrolier, inflation, chômage. Les enfants nés à ce moment-là ont aujourd'hui environ 20 ans. Ils sont moins nombreux que leurs aînés, entrent plus tard dans la vie active, mais ils devront malgré tout financer les retraites de leurs parents, dont l'espérance de vie a considérablement augmenté. C'est la troisième époque, la plus critique. Il y a 11 millions de retraités aujourd'hui, ils seront 17 millions en 2020. Et en 2040, il n'y aura plus qu'un actif pour un retraité. Les deux courbes se rejoindront. Une charge insupportable pour les cotisants. Ce n'est pas en faisant partir les gens plutôt à la retraite qu'on crée des emplois, c'est même le contraire. On en détruit parce qu'on rend le coût du travail plus élevé. Parce qu'il faut bien financer les retraites. On les finance comment? En augmentant les cotisations. Et quand les cotisations deviennent plus chères, le coût d'embauche devient plus fort et on ne peut plus embaucher des jeunes. Donc le prix, d'une certaine façon, c'est un chômage des jeunes. Si l'on s'en tient au seul système de répartition, il faut ou augmenter les cotisations ou diminuer les pensions, à moins de compléter par un autre système de retraite, les fonds de pension par exemple.
S'ajoute en effet à tout cela la fronde syndicale quasi unanime contre les fonds de pension. À la veille de la discussion à l'Assemblée, le projet de loi sur les plans épargne-retraite a en effet été très vivement critiqué aujourd'hui par les dirigeants de la CGT, de la CGC, de la CFTC et de FO qui ont tenu une conférence de presse commune. Laurent Bailly. On n'avait pas vu ça depuis 20 ans. 4 dirigeants syndicaux réunis pour dire tout le mal qu'ils pensent des fonds de pension. La CFDT manquait à l'appel, mais sa position est la même. Non aux fonds de pension en l'état actuel du projet de loi. Car aujourd'hui, les retraites sont financées par répartition. Les cotisations des actifs permettent de verser leur pension aux retraités, qu'il s'agisse du régime général ou bien des retraites complémentaires. Avec les fonds de pension, on rajoute un étage à la fusée. S'il le souhaite, le salarié cotiserait en plus à une épargne retraite, ça lui constituerait un capital supplémentaire pour ses vieux jours. L'employeur cotiserait aussi et pour l'y inciter, cet argent serait exonéré de charges sociales. C'est surtout cela qui fait bondir les syndicats. C'est pratiquement la sécurité sociale et les régimes par répartition qui vont en faire les frais, puisqu'on va marcher à coup d'incitation et d'exonération, et puisque ce que l'on affectera bien sûr au régime d'épargne retraite ne sera pas affecté au régime de base, voire au régime par répartition complémentaire. L'épargne retraite, c'est un supplément de retraite, une troisième marche pour notre système de retraite, un supplément de retraite pour les Français qui épargnent, avec une déduction fiscale et une exonération de charges sociales pour l'employeur qui abonde. C'est donc deux systèmes complémentaires et en rien concurrents. L'argent collecté par l'épargne retraite serait géré par des mutuelles ou des banques ou encore des compagnies d'assurance et les entreprises pourraient s'en servir pour financer leurs investissements. Ballon d'oxygène pour l'économie selon les uns, système qui creuse les inégalités, estiment les autres. La discussion sur les fonds de pension risque d'être agitée demain à l'Assemblée. Invité tout à l'heure sur France 2 de l'émission Franchement, vers 22h55, Jacques Delors. Jacques Delors, bonsoir. Bonsoir. Première question, est-ce qu'on peut dire schématiquement sur cette question des retraites généralisées à 55 ans que Balladur, Juppé, Barre et Delors, même combat? Non, je pense que la généralisation de la retraite à 55 ans n'est pas possible. J'ai choisi comme thème central de l'émission qui aura lieu tout à l'heure, la société française ne s'occupe pas assez de sa jeunesse. Il suffit que je vous dise que, avec la retraite à 60 ans actuellement, un jeune qui travaillera en 2010 devra payer 26% de son salaire contre 19%, c'est-à-dire une amputation de 7% de son pouvoir d'achat pour payer des retraites. Donc je crois que la généralisation des régimes de retraite se ferait aux dépens de notre avenir et de notre jeunesse. Mais ma seule différence avec les hommes de droite, c'est qu'il doit y avoir des exceptions et que je peux vous les indiquer. Rapidement, oui, parce que je ne voudrais pas déflorer l'émission d'Alain Duhamel et d'Arlette Chabot. Je pense que, par exemple, on a bien fait de donner la retraite à 55 ans aux chauffeurs de camions, parce que pratiquer ce métier pendant 30-35 ans, c'est extrêmement pénible. Et même pour la sécurité générale, c'est une mesure d'intérêt général. Je pense que l'accord qu'a fait l'UNEDIC, l'organisme chargé de payer les assurances chômage et qui permet à une personne de partir au bout d'un moment et de laisser sa place à un jeune, est une bonne proposition quand l'intéressé a payé pendant 40 ans des cotisations d'assurance chômage. Et il est possible aussi pour les travailleurs qui le souhaiteraient de finir leur carrière à partir de 55 ans à mi-temps, à condition là aussi qu'un jeune occupe l'autre partie de l'emploi à mi-temps. Donc ces exceptions méritent d'être gérées, elles peuvent être faites dans des conditions financières acceptables. Jacques Delors, tout à fait autre chose. On a parlé tout à l'heure de la commission d'enquête du Parlement européen sur la crise dite de la vache folle. Un rapport, on l'a dit, très critique pour la commission de Bruxelles qui aurait minimisé les risques et puis aussi cédé aux pressions britanniques. Alors d'un mot, qu'en pense l'ancien président de la commission de Bruxelles? J'ai suivi de près cette affaire, avant tout pour des questions liées à la santé. J'y reviendrai si vous le permettez tout à l'heure, car c'est l'essentiel. Le rapport met bien entendu l'accent sur les fautes principales commises par la Grande-Bretagne, mais pour le reste, je peux vous dire que la Commission, depuis 1988, a consacré plus de réunions et plus de temps à s'occuper des conséquences de la vache folle sur la santé animale et surtout sur la santé humaine qu'elle n'a consacré de réunions à l'union économique et monétaire. Et que dès 1989-90, nous avons proposé au Conseil des ministres, car la Commission propose et c'est le Conseil des ministres qui décide, nous lui avons proposé des mesures permettant d'interdire l'exportation des animaux qui pourraient être porteurs de cette maladie dans d'autres pays. Enfin,
vers 1990. Nous avons lancé des recherches en matière de sciences humaines. Nous y avons consacré près de 20 milliards de francs. Pourquoi pas plus? Parce qu'il y avait l'appel d'offres. Il n'y avait pas d'autres savants qui avaient répondu. Et enfin, nous sommes inquiétés de savoir si les pays avaient interdit, puisque c'était de leur compétence, la fourniture de farine animale. Et la plupart des pays l'avaient fait. Voilà ce que je peux dire du point de vue de la Commission. Monsieur Santer, le nouveau président de la Commission, s'expliquera sur tous ces événements devant la Commission. Et je voudrais rapporter ça et dire aussi que d'après ce que disent les grands savants, et je citerai par exemple le professeur Dominique Dormont, un grand spécialiste des maladies à Prion, il serait aussi stupide d'être alarmiste que d'être rassurant. Et notamment, je crois que certaines parties de la bête, de la viande, notamment les parties nerveuses, la cervelle, etc., sont plus infectées que d'autres, mais que pour le reste, je crois que bientôt, tous les Européens pourront manger de la viande bovine tranquillement, d'autant plus qu'on mettra pour chaque bête son origine, sa trace, de façon à rassurer le consommateur. Merci Jacques Delors pour toutes ces précisions. Davantage encore dans l'émission Franchement, donc animée à partir de 22h55 sur notre antenne par Arlette Chabot et Alain Duhamel. L'hebdomadaire Paris Match a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir condamné 2 photos de François Mitterrand sur son lit de mort. Le directeur de la publication, Roger Théron, a été reconnu coupable de violation de la vie privée et il devra payer 100 000 francs d'amende et verser 1 franc symbolique à Daniel Mitterrand et aux 3 enfants de l'ancien président. L'an dernier, dans les prisons françaises, 138 détenus se sont suicidés, soit 2 fois plus qu'il y a 10 ans. En Corse, le FNLC, à ne pas confondre avec le FNLC Canal historique et le FNLC Canal habituel, a revendiqué sa première action armée visant un ensemble résidentiel près de Porto Vecchio. Jacques Cardoz. 4 des 5 villas du lotissement ont été entièrement détruites. Motif, ce complexe hôtelier aurait servi de paravent à des opérations de blanchiment d'argent sale. Et les auteurs de cet attentat ont voulu dénoncer ce qu'ils appellent une dérive financière et mafieuse de cette manière. L'opération Commando a été menée hier en fin de journée. Moins d'1 heure après, elle était revendiquée. Première action politico-militaire du mouvement FLNC. Ce FLNC-là est en effet un nouveau groupe clandestin. Dans l'arbre généalogique corse, il apparaît dans la 4e branche. Il est le bras armé du mouvement Corsica Vive. Il n'a pas de lien avec les FLNC historiques ou habituels. En mai dernier, il apparaissait pour la première fois avec la volonté de se différencier. Conférence au grand jour, avec cagoule, mais sans armes. Nous sommes le FLNC et abandonnons les qualificatifs d'historique et d'habituel à ceux qui ont mené le nationalisme à perdre sa crédibilité. Ce nouveau venu sur le terrain des attentats a donc choisi de faire son apparition après la série d'interpellations dans les rangs du canal historique. Une décision stratégique qualifiée d'acte de positionnement par les auteurs de l'attentat eux-mêmes. La bourse de Paris en pleine forme, l'indice CAC 40 en hausse de 1,45%, en effet pulvérisé son précédent record de février 1994. Dans la série des bonnes nouvelles, ce contrat pétrolier est remporté par les 2 compagnies françaises Elf et Total, avec la Société nationale pétrolière d'Azerbaïdjan, accord signé en présence de Jacques Chirac et du président Gaïdar Aliyev, actuellement à Paris. Un accord très important pour la France, la mer Caspienne étant l'une des grandes réserves d'or noir du XXIe siècle. Elle s'appelle Paula Jones, elle a 30 ans, des cheveux longs, des formes avantageuses et elle fait trembler sur ses bases la Maison Blanche. Suite à une brève rencontre il y a 6 ans avec Bill Clinton, elle le poursuit en effet pour harcèlement sexuel. Le président des États-Unis en exercice peut-il être poursuivi pour des faits d'ordre privé antérieurs à son élection? La Cour suprême va devoir trancher. À Washington pour France 2, Laurent Boussier. Soutenu bruyamment par quelques dizaines de jeunes femmes, affublé du masque de Bill Clinton, l'avocat de Paula Jones avait ce matin le sourire en arrivant à la Cour suprême. Après 2 ans de procédure, l'affaire arrive enfin devant la plus haute instance judiciaire américaine. Retour en arrière, mai 91, dans un hôtel de Little Rock, le gouverneur Bill Clinton aurait essayé d'abuser sexuellement d'une employée, à l'époque célibataire, Paula Jones. 3 ans après, sur les conseils de son avocat, celle-ci porte plainte pour harcèlement sexuel et demande 3 500 000 francs de dommages et intérêts.
Main sous la jupe, attouchement, demande de caresses particulières, tous les détails décrits par Paula Jones sont abondamment repris par la presse. Au début, la Maison-Blanche dément, minimise l'affaire, essaye de l'étouffer. Il ne faut pas que le président soit déstabilisé pendant sa deuxième campagne électorale. Mais la procédure avance et l'introduction ce matin de l'affaire devant la Cour suprême est certainement la plus mauvaise nouvelle qu'ait eue Bill Clinton depuis sa réélection. La Cour suprême, équivalent de la Cour de cassation en France, ne statuera pas sur le fond mais sur la forme. Un président en exercice peut-il être poursuivi pendant son mandat pour des délits de droit civil? Oui, répondent les avocats de Paula Jones. Il est comme vous et moi. Il ne doit pas bénéficier de privilèges particuliers. C'est sa fonction qui doit être préservée, pas lui. Non, répond l'entourage du président qui essaie à tout prix de faire jouer une sorte d'immunité présidentielle. Pour l'instant, la Maison-Blanche n'a pas encore réagi à l'arrivée de cette affaire devant la Cour suprême. Mais Bill Clinton sait maintenant qu'il ne pourra pas faire l'économie d'une réelle explication sur ce qui s'est vraiment passé cette fameuse nuit du 8 mai 1991. Tout le problème pour lui est de savoir si cette explication aura lieu pendant son deuxième mandat ou après 2001, quand il aura quitté la Maison-Blanche. À Sofia, les ex-communistes toujours au pouvoir en Bulgarie, peut-être sur le point de céder aux pressions de la rue, avec l'annonce ce soir de l'ouverture de discussions sur des législatives anticipées réclamées par l'opposition. Au Proche-Orient, poursuite de la course de lenteur engagée depuis des semaines par les négociateurs israéliens et palestiniens sur le statut de la ville d'Hébron. Si le processus de paix est pour le moins ralenti, c'est en raison de la victoire aux législatives de juin de la droite israélienne, des élections qui ont vu une avancée spectaculaire des orthodoxes, de plus en plus présents dans la vie politique et culturelle israélienne. C'est le thème ce soir de notre enquête menée par nos correspondants permanents à Jérusalem, Charles Anderlin et Alon Grégo, enquête sur le parti de la foi. J'ai foi en la venue du Messie. C'est une des premières chansons enseignées dans ce jardin d'enfants de chasse, le mouvement orthodoxe des Juifs orientaux. De 7h30 le matin à 17h, 29 000 enfants israéliens sont gratuitement pris en charge par cette organisation qui, dans les quartiers défavorisés et les villes de développement, remplace les services sociaux de l'État, notoirement insuffisants. Ces crèches, jardins d'enfants et écoles primaires constituent la grande force de chasse, car 50% des élèves viennent de familles non religieuses. Notre but principal est de former l'enfant au plan social, éducatif et aussi des valeurs. Bien entendu, nos établissements sont souvent les seuls de leur genre dans certains quartiers et certaines villes, et les familles reviennent ainsi à la foi. Résultat, avec 10 députés, Chasse est depuis les dernières élections le 3e parti politique du pays. Un succès formidable après seulement 12 années d'existence. À sa tête se trouve le rabbin Ovadia Yosef. Grâce à des alliances avec tous les gouvernements, de gauche comme de droite, il a pu assurer le financement par l'État des activités de son mouvement. Tout en affichant des opinions pragmatiques sur le conflit avec les Palestiniens, il est à l'écoute de son électorat qui a voté pour Benjamin Netanyahou à plus de 95%. Au-dessus, il y a le guide suprême, l'inventeur de cette nouvelle orthodoxie. Centenaire, patron de cette école talmudique près de Tel Aviv, le rabbin Eliezer Shach n'apparaît que très rarement devant les caméras. Outre Chasse, il contrôle un autre parti de juifs occidentaux. Et c'est son député, le rabbin Ravitz, qui préside la très influente commission parlementaire des finances, le nerf de la guerre. Nous voulons que l'État soit juif dans tous ses symboles. Pour nous, l'observance du repos du Shabbat est indispensable pour tout ce qui est public. Par exemple, il ne faut pas qu'il y ait de transport en commun et que les magasins soient ouverts le samedi, même dans les quartiers laïcs. C'est ainsi qu'à Jérusalem, les orthodoxes ont renforcé les manifestations pour que cette rue, qui passe par leur secteur, soit fermée le samedi. Et pour les très laïcs guignols israéliens, le rabbin Ovadia Yosef est un grand inquisiteur. Il a en effet déclaré que les mécréants qui enfreignent le Shabbat méritent la mort. Théocratie ou pays moderne, la bataille sur la nature même de l'État d'Israël est entrée dans une nouvelle phase. On vit aujourd'hui dans une crise d'identité où Israël ne sait pas où il va.
Et c'est là la question que se posent les Israéliens. Est-ce qu'on peut faire la paix avec les Arabes? Est-ce qu'on peut vivre avec les non-juifs d'une façon normale? Ou est-ce on doit rester dans notre forteresse biblique, judaïque, spirituelle? De la réponse à cette question dépend aussi l'avenir du processus de paix. Un Israël dominé par le nationalisme et l'orthodoxie religieuse ne renoncera pas facilement à la terre promise biblique. En Algérie, poursuite de la litanie de l'horreur. Au sud d'Alger, près de Blida, 19 villageois, dont des femmes et des adolescents, ont été égorgés ou décapités. En Grèce, au moins 5 personnes ont trouvé la mort ce week-end, et cela à la suite des pluies torrentielles qui se sont abattues sur ce pays, en Crète et surtout dans le Péloponnèse, notamment autour de la ville de Corinthe, où l'électricité et le téléphone ont été coupés, l'état d'urgence décrété. À Toulouse, 2 urologues réputés, Georges Rossignol et Pierre Léandri, vont comparaître à partir de demain devant le tribunal correctionnel. Ces 2 médecins sont accusés d'avoir pratiqué des interventions chirurgicales injustifiées sur, respectivement, 6 et 3 patients. Rappel des faits, Dominique Verdeillan, Bernard Ronflet. Une vie de couple brisée au lendemain d'une opération chirurgicale. Il reste les gestes de tendresse, ceux qui aident à vivre, à survivre. En 90, Claude Dubuc est opéré d'un polype à la vessie. Ablation hâtive et injustifiée selon l'accusation. Aujourd'hui, il souffre d'incontinence et d'impuissance. Quand il parle des 2 urologues, il dit « Ils ne m'ont pas soigné, ils m'ont esquinté ». Le polype est parti, ils l'ont enlevé, et 8 jours après, ils me téléphonaient en me disant « C'est plus grave, il faut intervenir plus profondément, c'est tout ». Sans d'autres explications? Ben non. Sans vous dire les risques de cette opération? Non, absolument rien. On a été 3 ans avant d'admettre vraiment comment il resterait. C'était affreux, affreux. Moi, j'ai vu mon mari s'enfermer dans les toilettes, des heures entières, pleurer comme un gosse. Il était mouillé, me dire je suis plus un homme, je peux plus travailler, j'ai plus de rapport sexuel, je suis rien. Il avait que 53 ans, vous vous rendez compte? Georges Rossignol et Pierre Léandri, ici, lors de leur arrestation, étaient considérés comme des ponts de l'urologie. Ils opéraient à 4 mains, d'où gain de temps et d'argent pour la clinique Saint-Jean. Aujourd'hui, le docteur Léandri travaille toujours dans le service d'urologie. Ce n'est pas un hasard si la nouvelle direction a renouvelé sa confiance aux chirurgiens. Le docteur Rossignol est un parti, il y a eu également une influence sur le chiffre d'affaires. C'est incontestable. Mais nous remontons et nous arriverons, je crois, cette année, c'est-à-dire 3 ans après, à retrouver pratiquement le même chiffre d'affaires que nous avions il y a 3 ans. À la veille du procès, l'ordre des médecins, jusqu'ici plutôt clément à l'égard des 2 urologues, brandit le code de déontologie. Si eux pensaient avoir raison, au plan déontologique, cette attitude n'est pas très défendable, dans la mesure où elle n'est pas incluse dans un protocole de recherche qui est déclaré, qui fait l'objet d'un certain nombre de précautions. Alors ont-ils opéré trop souvent, trop tôt, victimes de leur réputation. 8 patients les poursuivent devant les juges. Les 2 chirurgiens encourent 10 ans de prison pour quelques opérations de trop. Tôt ce matin et sous haute protection policière, un navire a quitté le port de Cherbourg à destination du Japon avec à bord 40 conteneurs de 20 tonnes de résidus de déchets nucléaires. La Cogema s'est engagée à rendre publique la route suivie par ce navire qui devrait mettre 6 à 8 semaines pour rejoindre l'archipel japonais. Hier soir, une trentaine de militants du Greenpeace ont manifesté à Cherbourg pour dénoncer le secret qui entoure ce type d'opération. Inauguration ce matin du premier tronçon de l'autoroute de la Maurienne, que l'on aurait pu baptiser l'autoroute Hannibal, puisque c'est l'ultime trait d'union entre l'Europe du Nord et l'Italie du Sud. 30 kilomètres dont la construction a coûté 2,3 milliards de francs. Reportage de Didier Guyot, Jean-Claude Martin. Demain à 14 h, la nouvelle portion d'autoroute A43 sera mise en service. 30 km pour l'instant, qui relie Éton à Sainte-Marie-de-Cuines. Et en l'an 2000, quand l'autoroute atteindra l'Italie par le tunnel de Fréjus, c'est toute la vallée de la Maurienne qui sortira de son isolement. Vous avez du côté des Alpes 2 villes énormes, c'est Turin et Milan, qui font 3,5 millions d'habitants pour Milan, 2 millions environ pour Turin, et la métropole lyonnaise et les métropoles de Grenoble et Chambéry. Donc ça veut dire que la Maurienne ne sera plus enclavée. Coût total de l'investissement, 8,5 milliards de francs. C'est une première en France. 5% de cette somme a été consacrée à l'environnement. Ainsi, des friches industrielles ont été rasées. Des passages pour protéger les animaux ont été construits et 250 000 arbres ont été plantés.
Nous avons voulu démontrer qu'on pouvait au contraire faire des travaux de création d'une infrastructure autoroutière, en la circonstance, l'occasion d'un embellissement d'une vallée, d'un réaménagement d'une vallée et une opération d'aménagement du territoire. Pour les riverains de la Nationale 6, notamment dans la petite ville d'Aiguebelle, on se sent soulagé. 3 à 4 000 camions par jour passent ici, sans compter les touristes qui cherchent à atteindre les stations de sport d'hiver. L'autoroute, c'est la paix retrouvée. Ça va quand même désengorger cette vallée, que Aiguebelle va être plus accessible aux gens qui le veulent. Je pense que ça va pas être un mal. Déjà pour le bruit, pour la propreté, ça va être quelque chose, je pense, qui va être valable. Et pour pouvoir profiter de ces 30 premiers kilomètres, il faudra s'acquitter d'un péage de 19 francs. À Melbourne, l'Allemand Boris Becker a créé bien à ses dépens la surprise des internationaux de tennis d'Australie en se faisant proprement sortir dès le premier tour par l'Espagnol Carlos Moya. L'Allemand est le seul tenant du titre à avoir connu cette mésaventure plutôt humiliante. Seule petite excuse pour Becker, il faisait à Melbourne une chaleur à ne pas sortir un tennisman allemand. Dans quelques minutes, le premier épisode du Fils du cordonnier, un téléfilm signé de l'excellent Hervé Ballet, 22h55. Donc franchement, le magazine présenté par Arlette Chabot et Alain Duhamel, invité ce soir Jacques Delors. Vers minuit 30, le dernier journal, Patrice Romden. Demain 7h50 et 4 vérités, Rémi Roche recevra Nicolas Giulucci, journaliste et auteur du livre Le crépuscule des Corses. Le dicton du jour, à la Sainte Yvette, j'arrête de tailler la bavette, non sans avoir souhaité un excellent anniversaire à Jeanne Bourrin, Roland Petit, Bernard Loiseau et le dessinateur Cabu. Dans un instant, la météo, Nathalie Réoué avec toujours au programme du soleil. Demain 13h, Patrick Chêne. Excellente soirée, merci.